Bien. Écoutez, après ce bon repas, pour éviter de s'endormir, je vous propose de nous plonger dans les eaux froides. À 12 500 km du parc du Morvan, donc un peu loin, sur quelque chose qui peut être paraître un peu exotique, mais qui finalement rejoint les problématiques que nous avons tous ici. Donc je souhaitais vous présenter un programme d'études et de suivi en écologie qui est réalisé aux îles Kerguelen, programme Protecare, qui est un programme en fait, qui est mis en œuvre par l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor, qui est un programme qui émarge à une zone atelier, et cet émargement nous permet d'avoir une visibilité internationale et de participer au débat actuellement, aux discussions sur tout ce qui est programme de suivi en écologie au niveau international en Antarctique, en particulier dans le cadre du SCAR, hein, je reviendrai là-dessus à la fin. Et puis on travaille également en étroite collaboration également avec la réserve naturelle des terres australes, qui, alors ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais depuis 2016 c'est quand même une des plus grandes réserves marines au monde, et cette réserve fait actuellement l'objet d'une proposition de classement à l'UNESCO. Alors je vais vous présenter donc ce programme que je porte avec des collègues de France et de l'étranger. Alors les îles Kerguelen, c'est loin d'ici, vous voyez le petit cercle rouge, c'est aux confins des océans Indien et Antarctique, hein, à 3500 km des côtes sud-africaines, australiennes, au large de l'Antarctique. Et ces îles Kerguelen, en fait, elles font partie d'un ensemble d'îles dites subantarctiques qui appartiennent à différents pays, vous voyez une petite poignée de pays, et qui situent tout de suite les enjeux internationaux qui apparaissent quand on se met à travailler dans ces régions-là. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien faire au niveau national et tout seul si on ne travaille pas avec les collègues étrangers. Alors, ces îles subantarctiques qui ceinturent l'océan austral hein, et le continent antarctique en son centre, en fait, elles sont situées en un endroit particulier au niveau de l'océan. Vous voyez là sur cette image, ces îles subantarctiques, elles sont situées sur ce qu'on appelle le courant circumpolaire antarctique. Oh, tant pis. Sur le courant circumpolaire antarctique, qui en fait est certainement des courants qui mobilisent les masses d'eau les plus importantes au monde. Hein. Pour vous donner une idée, ce courant circumpolaire, c'est jusqu'à 4 fois les volumes d'eau du Gulf Stream. Et on voit les différentes jets représentés. Et ces courants en fait sont associés à des fronts marins nombreux qui limitent des masses d'eau différentes en termes de densité, qui se mélangent peu hein, sur des temps courts, et qui sont associés à des gradients de température très forts. C'est ce que montre l'autre image à droite, hein, et on voit qu'au nord des Kerguelen, hein, on a ces zones rouges qui correspondent à de très très forts gradients de température quand on va vers le nord. Alors voilà ici un zoom sur les îles Kerguelen, en haut à droite, hein, et l'archipel est en noir au centre, hein, dans le carré rouge. Au sud, on a des eaux antarctiques qui sont toujours inférieures à 2 degrés. Et tout au nord, en rouge, on a les eaux subtropicales, toujours supérieures à 12 degrés. Et finalement, en quelques degrés de latitude, hein, les Kerguelen se trouvent coincés entre ces différentes masses d'eau. Or, actuellement, ce que les océanographes observent, hein, c'est un déplacement vers le sud des masses d'eau et des débits d'eau, et sous un effet de forçage climatique et atmosphérique. Et les débats actuels, c'est de se dire, finalement, est-ce que ces gradients de température ne vont pas suivre? Est-ce que ces températures ne vont pas suivre? Et ce qui veut dire que des archipels comme Kerguelen, qui sont baignés actuellement par des eaux de 2 à 6 degrés, brutalement pourraient être confrontés à des eaux de près de 10 degrés. Ce qui pose un gros problème, évidemment, pour les écosystèmes, et en particulier pour les écosystèmes côtiers, parce que les écosystèmes côtiers, marins côtiers, subissent en plus l'impact des changements au milieu terrestre. Et en particulier, sous les hautes latitudes, ces écosystèmes côtiers vont subir l'impact de la fonte des glaces, avec l'arrivée d'eau douce, ce qui entraîne des problèmes en termes de productivité dans les eaux, des problèmes de stratification des eaux, d'oxygénation, etc. Et ça, ce sont des modèles qui ont été beaucoup étudiés en Arctique, hein, c'est ce que présente ce diagramme, cette figure. Ça a été beaucoup étudié en Arctique et en Alaska, mais ça n'existe pas en Antarctique, hein, pour la partie sud. Donc ces environnements côtiers, ils sont finalement, c'est assez intéressant, et ils sont soumis à des enjeux importants hein, compte tenu des changements climatiques actuels. Alors fort de ce constat, depuis 2011, s'est mis en place un projet de développer aux îles Kerguelen un observatoire de la vie sous-marine côtière, avec un triple objectif. Premièrement, finaliser des inventaires de biodiversité et d'habitat, caractériser les écosystèmes. Deuxièmement, donc développer, mettre en place les moyens d'un suivi régulier et sur le long terme de ces habitats. Et puis, essayer de caractériser la sensibilité hein, soit d'espèces cibles, soit des écosystèmes
au changement à travers différents types d'études et qu'en écologie, que ce soit en écologie trophique ou en écophysiologie. Alors en fait, on n'est pas parti de rien. Les îles Kerguelen, elles sont fréquentées depuis la fin du XVIIIe siècle par les chasseurs, baleiniers, phoquiers, etc. La recherche scientifique, finalement, le point zéro, le temps T0 du début de la recherche scientifique, c'est un siècle plus tard, la fin du 19e, en particulier avec le passage du Challenger, qui est la première grande mission de circumnavigation, mission scientifique. Et puis c'est seulement plus tard, à partir des années 60, que vont se développer les premiers projets scientifiques dans ces terres australes, avec les premières campagnes à la mer en domaine côtier, les premières plongées, donc c'est à partir des années de 1962 qu'on a commencé à travailler en plongée aux îles Kerguelen. Et puis ensuite se sont développés, à partir des années 80, des programmes plutôt sur des phénomènes, les processus adaptatifs, tous les, on va dire, les mécanismes de l'évolution. Alors grâce finalement à ces acquis anciens, on a pu, à partir de 2011, exploiter ces données et puis essayer de définir finalement des sites de suivi aux îles Kerguelen. Alors vous voyez ici une carte des îles Kerguelen avec... alors ce sont des îles qui sont quand même assez grandes, puisque Kerguelen ça fait 120 km sur 140. En superficie c'est plus grand que la Corse. Et toutes les petites étoiles rouges, finalement, vous voyez, c'est tous les sites qu'on a essayé d'étudier, de caractériser dans ces îles. Et puis, là où il y a les étiquettes bleues, écrites en blanc, c'est là où on a établi nos sites de suivi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on essaie de faire, concrètement? Alors déjà, ce qu'on essaie, c'est d'essayer d'établir des suivis des paramètres abiotiques de l'environnement. Donc, évidemment, la température, la salinité des eaux, mais pas seulement. Ponctuellement, on essaie de suivre un certain nombre de paramètres. Alors là, on travaille beaucoup en plongée sous-marine. Vous voyez, on fixe des thermomètres, par exemple ici au fond de l'eau. Et puis, régulièrement, tous les ans, on récupère les données. Et ces données, on essaie aussi de les diffuser via, par exemple, ici, un site internet. Donc, mesures en continu de paramètres abiotiques, mais aussi des mesures de dynamique des communautés. Et par exemple, on installe des placettes de colonisation. Donc là, vous avez deux images en haut, avec à gauche l'installation, par exemple, de Placette en 2013, et puis un an après. Vous voyez que c'est déjà pas mal colonisé. L'idée aussi de ces placettes, c'est d'essayer de suivre de potentielles espèces invasives. Ça, c'est une problématique importante dans les terres australes françaises. Il y a énormément d'espèces invasives en domaine terrestre, mais finalement, on ne sait rien. On ne sait pas du tout ce qui se passe en domaine marin. Et l'idée de ces placettes, c'est de voir si finalement il n'y aurait pas des petites bêtes qui viennent, ou au moins des larves, qui ne se développeraient pas après, mais est-ce qu'il ne se passe pas des choses qu'on pourrait déjà détecter? Et puis, il y a eu toute une phase d'inventaire des espèces présentes, pour compléter les inventaires plus anciens, faire surtout des analyses génétiques. Et puis, beaucoup de travail de cartographie en plongée sous-marine ou à partir de caméras télécommandées pour les zones plus profondes. Au final, l'objectif, c'est déjà de pouvoir réaliser des cartographies de distribution soit d'espèces, soit d'habitats, et puis de faire, par exemple, ce qu'a présenté Jacques Blondel ce matin, qui est, par exemple, faire des modèles de distribution d'espèces. Donc, par exemple, ici, à différentes échelles, vous avez des modèles de distribution d'espèces d'oursins, avec en rouge les secteurs favorables et en jaune les secteurs défavorables. Et à partir de ces modèles de distribution, on peut faire des prédictions sur l'avenir. Donc par exemple, ici vous voyez deux modèles pour deux espèces d'oursins. En haut, ce sont les modèles actuels, avec en rouge les zones a priori favorables pour l'espèce, en jaune celles qui le sont moins. Et puis des prédictions pour la fin de ce siècle, d'après le pire scénario du GIEC, on va toujours au pire, pour le scénario actuel. Et on voit par exemple pour l'espèce de gauche, eh bien, on peut prédire l'absence ou la disparition d'habitats favorables, alors que pour l'autre espèce, au contraire, ça devient tout rouge, ça semble lui plaire. Alors pour compléter et affiner ces modèles, et mieux comprendre le fonctionnement de ces espèces et de ces écosystèmes, on a aussi, grâce aux collègues de France puis d'étrangers, on mène aussi des études en écologie, en particulier en écologie trophique. Parce qu'en fait, c'est très intéressant de caractériser les interactions trophiques entre les espèces. C'est là où s'échange finalement le maximum, la part la plus importante de matière et d'énergie, avec deux objectifs, soit travailler sur ce qui a été dit ce matin sur la plasticité phénotypique d'espèces cibles,
hein, telle ou telle espèce, quelle est sa niche trophique, qu'est-ce qu'elle mange et comment peut-elle réagir à des changements dans ses sources de nourriture. Et puis également à l'échelle des écosystèmes, essayer de caractériser les principales interactions trophiques. L'idée étant qu'un écosystème où on a de la redondance dans ces interactions, eh bien, va mieux réagir, va mieux répondre, en tout cas avoir une meilleure résilience face aux changements environnementaux. Alors on a un tas d'outils différents, et par exemple on utilise beaucoup, nous, l'outil chimique, l'outil isotopique, où grâce à l'analyse des isotopes en carbone, azote et soufre, eh bien, on peut essayer de situer finalement chaque organisme dans l'échelle alimentaire. Donc par exemple ici, le carbone va nous situer les différentes sources de nourriture, et puis les niveaux isotopiques en azote, la place de chaque organisme dans la chaîne alimentaire. Pour compléter ces études d'écologie trophique, on a la chance d'avoir un petit labo à Kerguelen, et ça nous permet de mettre en place des aquariums que vous voyez en bas, et de faire des expériences sur un certain nombre d'espèces, voir quelle est leur réponse à des changements de l'environnement, et de certains paramètres. En particulier, on l'a fait pour certaines espèces d'oursins, voir comment elles réagissaient à des variations de température, d'acidité des eaux. L'acidification des eaux océaniques, ça c'est une problématique importante également. Puis aussi aux variations des ressources nutritives. Et par exemple, là, le petit graphique que vous voyez, ce sont 4 courbes qui montrent que quand on soumet une espèce d'oursin à des eaux plus acides, et bien dans un premier temps, quand on mesure l'acidité dans la bête, au premier temps, l'animal va subir finalement cette acidification, hein, donc on voit une décroissance des courbes, et puis dans un deuxième temps, elle va pouvoir compenser. Et elle va réussir à corriger cette acidification, par contre avec un coût physiologique. Et c'est là où il va falloir caractériser ce coût et voir ce que ça représente pour la survie des populations. Bon, voilà pour un bref aperçu. Pour finir, ce programme, hein, Protecare, ce n'est pas un programme isolé. Avec 12 autres programmes de l'Institut polaire, on fait partie d'une zone atelier, la zone atelier antarctique. Alors la zone atelier antarctique, vous voyez, elle réunit des gens de différents laboratoires, différents établissements en France. Et puis ce qui est très important pour nous, c'est que cette zone atelier, elle a un label qui est LTER. Alors LTER, c'est très important au niveau international parce que ça reconnaît ce que vous faites comme un programme de suivi en écologie et recherche sur le long terme. Et ça nous permet de participer à des discussions au niveau international, en particulier dans le cadre du comité scientifique pour la recherche antarctique. Ce comité scientifique, hein, c'est vraiment le lieu de réflexion et c'est là où se mettent en place les directives pour les grands programmes de recherche en Antarctique. Et en particulier, ça nous permet d'être actifs sur 2 initiatives. L'initiative Anthos, qui vise à homogénéiser, à uniformiser toutes les mesures de suivi en écologie en Antarctique, tout simplement pour que les données recueillies par chacun puissent être utilisables par tous, hein, et qu'on ait des choses comparables. Et puis également, on a un projet, enfin il y a une action importante qui s'appelle ISSA, qui vise, un peu pareil, à essayer de coordonner tous les efforts de recherche et de suivi en écologie, terrestre ou marine, hein, dans le subantarctique. Donc en ce sens-là, la zone atelier, alors c'est une problématique un petit peu à venir peut-être, hein, sans doute, pour le Morvan, mais en ça, l'outil zone atelier du CNRS, c'est un outil très très intéressant, et pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la concision aussi, ce qui nous laisse le temps à un certain nombre de questions. Si vous avez des questions sur cette première présentation. Non. Si, une question au milieu. Je ne sais pas s'il y a un micro. Le monsieur là-bas. On peut essayer de parler fort. Le relais est arrivé. Merci. Merci pour cette présentation. J'avais juste 2 petites questions par rapport au Kerguelen de changement climatique. Donc c'est un petit peu en dehors de ce que vous avez présenté, mais ça a quand même un lien. La situation, notamment des manchots, des colonies de manchots qui sont là-bas avec le décalage du front polaire et l'avenir de ces colonies, savoir si vous pouvez juste nous en dire un tout petit peu plus là-dessus. Et aussi, on peut lire que les chats et les lapins qui ont été introduits là-bas, avec le retrait glaciaire, donc suite au changement climatique, ont de nouvelles zones où ils peuvent contaminer, entre guillemets, l'écosystème primaire des Kerguelen. Du coup, je voulais juste savoir si vous pouvez revenir un petit peu là-dessus.
Oui, oui, oui. Alors, bon, c'est pas mon domaine, mais on en parle beaucoup avec les collègues des autres programmes dans le cadre de la zone atelier. Alors, sur les manchots, en fait, ça dépend beaucoup des espèces. Actuellement, c'est vrai que sur certaines espèces, il y a justement ces mouvements du front, là, ça entraîne des chutes importantes des populations. Et ça, c'est surtout vrai sur l'archipel de Crozet. En particulier sur l'île aux cochons, on a des colonies qui se... sur le nom de l'île. On a une colonie qui s'effondre. Hein, et là, alors, il se trouve que, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, ces îles sont en réserve intégrale. Et certaines de ces îles, on n'y a pas été depuis 35 ans. Or, on sait que les populations s'effondrent. Donc actuellement, il y a eu un programme de déposé, Pluricro, qui a pour objectif d'aller là-bas, d'envoyer quelques personnes pour essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Alors les problématiques sont très contrastées. Par exemple, ce qui se passe en Antarctique, ça n'a rien à voir. En Antarctique, paradoxalement, c'est la banquise qui s'agrandit, donc les aires de nourrissage sont trop loin. C'est pour ça que la population s'effondre. Là, c'est d'autres problématiques, mais on ne sait pas. On ne sait pas, donc il faut absolument qu'on y aille, donc il y a un programme qui est en cours. A priori, c'est quand même le front polaire qui est de plus en plus éloigné des îles et qui fait que les allers-retours, les voyages alimentaires sont de plus en plus longs. Non, c'est pas forcément... On se demande s'il n'y a pas d'autres raisons. En particulier, il y a eu des problèmes d'épidémie là, sur les albatros, sur certaines îles, et on se demande si ça pourrait... Les chutes importantes des populations, ça ne pourrait pas être lié aussi à ces problématiques. Mais pour l'instant, c'est pas. Sur le lapin et le chat, alors là, ça fait des ravages terribles en milieu terrestre. Hein, il faut savoir que... C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'expériences aux îles Kerguelen. Je crois qu'on a fait à peu près tout le pire qu'on pouvait faire. Sur le retrait des glaciers, je ne sais pas, parce que de toute façon, ce n'est pas des secteurs où ils vont nécessairement aller. Sur le retrait des glaciers, là, actuellement, les programmes sont plutôt sur l'étude des poissons qui ont été introduits, tout ce qui est truite et saumon. Non, sur lapin et chat, c'est... non, le lien avec le recul du glacier n'est pas direct. Ouais. En fait, ce que j'avais en tête, c'est plus des vallées qui sont bouchées par des glaciers à un moment et qui, avec le recul glaciaire, permettent un endroit de passage, ce qui n'était pas le cas. Oui, dans le sud, ouais. Du coup, avec des nouvelles terres colonisées qui n'étaient pas accessibles avant parce qu'il fallait traverser oui, tout à fait, ouais. Alors effectivement, peut-être qu'effectivement, alors plus le lapin, le chat. Effectivement, plus le chat, peut-être que ça pourrait favoriser son... C'est vrai qu'il est plutôt dans l'Est, ça pourrait favoriser son expansion dans le Sud et justement pour qu'il s'en prenne à de nouvelles colonies. Oui, peut-être. Ok, merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Moi, j'en avais une sur les nouvelles opportunités économiques et toutes les activités de tourisme et de visites un peu dérangeantes, plus tout ce qui est contrôle d'activité de pêche, qui est quand même un énorme enjeu dans toute la réserve. Est-ce que vous avez une instrumentation là-dessus? C'est-à-dire sur la pression, l'évolution des pressions et l'impact sur les écosystèmes? Alors, pour tout ce qui est pêcherie, hein, c'est compétences visualisation naturelle. Il y a un service qui évalue les stocks hein, et qui définit les stocks à pêcher, et puis avec des agréments, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie pêche. Non, alors nous, pas directement sur les ressources. Là, c'est vraiment, et c'est à part de la zone atelier, hein, c'est vraiment un service de visualisation naturelle qui a un partenariat avec la réserve et avec les terres australes pour... donc régulièrement, ce sont des missions d'évaluation des stocks qui ont lieu, ce sont des campagnes en mer qui ont lieu au large de Kerguelen. Alors sur le tourisme, alors ça c'est une grande question. Le tourisme, il est quand même... C'est surtout vrai sur l'Antarctique. Hein, la pression est très très forte, en particulier sur la partie ouest antarctique. Sur les terres australes françaises, elle est pour l'instant très très faible. Il y a deux types de tourisme. Il y a le tourisme actuellement qui consiste à embarquer entre 10 et 15 personnes sur le navire qui fait les ravitaillements. Et ces 10-15 personnes, finalement, elles passent quelques jours dans les îles, hein, aller observer les colonies, etc. Bon, je dirais que l'impact, pour être honnête, je pense qu'il est beaucoup moins fort que celui des scientifiques. Hein, qui sont sur place, puisque ça concerne très peu de personnes qui restent très peu de temps. Le nouvel enjeu, c'est en fait plutôt les futurs partenariats ou les projets de partenariat hein, avec des partenaires comme la Compagnie du Ponant et sur le tourisme qui pourrait se développer dans l'avenir. Alors les enjeux, ils ne sont pas tant sur les îles du Sud, les australes, que sur les îles éparses, hein, qui sont dans le canal du Mozambique, où là, il y a, pour le risque par rapport
au tourisme, moi je le verrais plus sur ces îles-là. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité sur les Australes. D'autres questions? Ou on essaye de regagner un petit peu de temps sur le retard initial? Oui. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, on peut l'applaudir.